Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci de rester fidèles à nos conférences du jeudi. Nous poursuivons notre cycle sur le sujet que tout le monde connaît, sinon on ne serait pas tous masqués aujourd'hui dans cette pièce, la Covid-19. Et pour en savoir un peu plus, nous allons étudier les faits les plus importants et essayer de faire le tri, parce que vous savez tous et tous que c'est pas si simple de s'en sortir entre des certitudes et des incertitudes. On entend parler d'immunité, donc là on a une spécialiste qui connaît bien le sujet, parce que notre invité a travaillé sur des tests d'immunité, notamment avec 160 collègues soignants, avec des résultats qui montraient une immunité qui était là, qui était présente. Et puis après, on vous dit au mois d'août, à la mi-août, qu'on a trouvé des gens qui rechutent. Donc, on se pose plein de questions. On parle des tests, différents types de tests, des tests PCR, des tests comme ci, comme ça, plus ou moins rapides. Notre invité travaille aussi sur certains de ces tests. Et puis, on a parlé de la chaleur en été. Est-ce que ça avait une influence? Donc, on voit maintenant qu'on nous sommes malheureusement dans ce qu'on appelle la nouvelle vague. Est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que cette nouvelle vague se constate aussi sur ce virus? Et puis, tout ce que nous vivons au quotidien, entre le vrai et le faux, on va essayer de faire le tri. Donc, pour faire ce tri et en savoir beaucoup plus, nous avons la chance d'avoir Samira Fafi-Kremer, qui est donc une biologiste spécialiste des virus, puisqu'elle est chef de service et surtout directrice de l'Institut de virologie de Strasbourg, de l'hôpital des hôpitaux universitaires de Strasbourg. Elle est aussi coordinatrice de la plateforme de microbiologie, toujours dans le même secteur. C'est son corps de métier depuis fort longtemps. Donc Samira, comme son prénom l'indique, nous vient d'un petit peu plus au sud. Elle a commencé ses études en biologie au Maroc, à Meknès. Elle m'a dit que le Maroc était aussi malheureusement pris par ce problème, alors que ça allait bien au début, si j'ai bien compris. Et ensuite, elle a rejoint en 1990 la faculté de pharmacie de Grenoble pour nous arriver à Strasbourg en 2005 et travailler donc dans ces laboratoires de virologie. Donc pour connaître un virus, quoi de mieux que d'avoir une spécialiste que je vous laisse écouter. Et bien sûr, elle est tout ouïe pour vos prochaines questions. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je remercie les organisateurs pour cette invitation pour vous parler du coronavirus. Alors avant de commencer, je vais essayer de garder le masque, mais j'avoue que j'ai des difficultés de faire une conférence pendant longtemps avec le masque. Donc si j'ai des difficultés, je vais être obligée de l'enlever. Vous ne craignez rien de moi, je me suis assurée de ça. Mais il faut surtout garder vos masques pendant la présentation. Donc avant d'aborder ce sujet sur les certitudes et les incertitudes de Covid-19, j'aimerais partager avec vous l'expérience qu'on a eue au CHU de Strasbourg, qui, comme vous savez, on était confronté très rapidement, dès la fin février, c'était exactement le 25 février, où on a eu le premier patient positif de Covid qui venait d'un rassemblement évangélique à Mulhouse. Et à partir de cette date, on était confronté à une augmentation très rapide de patients qui venaient se faire prélever, qui étaient positifs. Et à partir de là, du 3 mars, les infectiologues ont mis en place un centre de prélèvement, de réponse, de conseil aux patients, jour et nuit, strictement dédié au Covid. Au laboratoire, là aussi, on était confronté à une augmentation du nombre de tests à réaliser. On a dû mettre la technique en place. Et le 20 mars, où il y a eu une grande augmentation d'activité, on a dédié tout le laboratoire de virologie au Covid. On a sous-traité toutes les autres analyses. On travaillait 7 jours sur 7, et avec toujours cette peur de ne pas avoir assez de réactifs, de ne pas avoir assez d'équipements, de gants. C'était vraiment une période très difficile, sachant qu'en 4 mois, on a fait plus de 60 000 tests d'un virus qu'on ne connaissait pas. Pour nous, c'était quelque chose d'inédit. Et puis, il y avait évidemment aussi l'expérience dans la réanimation,
Vous savez tous qu'il avait des cas très graves très rapidement et les lits de réanimation étaient rapidement saturés, sachant qu'au CHU de Strasbourg, on a une capacité de un peu moins d'une centaine de lits de réanimation. Et comme le montre ce graphe, on a une montée très rapide avec fin mars, au moment du pic, on avait 181 lits de réanimation, c'est-à-dire qu'on a réussi à presque doubler la capacité d'accueil des patients en réanimation. Et avec en vert, là, sur le graphe, ce sont tous les patients qui ont été transférés dans d'autres villes ou dans d'autres pays, comme vous le savez, avec les TGV. Malgré ça, les cliniciens, les biologistes, la direction du CHU s'est mobilisée parce qu'on s'est dit, si c'est une nouvelle maladie, il faut absolument continuer à faire la recherche pour pouvoir avancer et puis comprendre cette maladie pour mieux la prendre en charge. Et c'est ce qui s'est passé. On a fait une énorme bibliothèque d'échantillons et de données très spécifiques de tous les patients qui sont passés au CHU, qui est actuellement maintenant un trésor qu'on a pu partager avec les chercheurs aussi bien à Strasbourg, en France et au niveau international, et qui ont permis de faire des avancées vraiment très importantes. J'en parlerai tout à l'heure. Maintenant, on va revenir à notre sujet principal, qui est le Covid-19, et je vais essayer d'aborder les questions qu'on se pose régulièrement. D'où vient le virus? Est-ce qu'il a muté? Pourquoi il y a des personnes qui ont des formes sévères? Est-ce qu'on est protégé contre ce virus? Est-ce qu'il y a un traitement contre ce virus? Et les vaccins, est-ce qu'on aura un vaccin bientôt? Pour commencer, j'aime bien commencer par cette diapositive. C'est une revue qui est parue en mars 2019, donc avant l'épidémie, qui a été réalisée par un laboratoire de Wuhan en Chine, en collaboration avec des chercheurs aux États-Unis. Ce sont des chercheurs qui sont spécialisés dans l'étude des coronavirus. Et donc vous voyez ça, ici sont schématisés tous les coronavirus qui ont été détectés chez les humains. Avec les 4 premiers, ce sont les coronavirus qui donnent des rhumes. Vous savez qu'ils sont responsables, après le rhinovirus, ils sont responsables de pratiquement 2/3 des formes des rhumes qu'on a pendant l'hiver, ou même des fois pendant l'été. Et puis, vous avez les 2 autres coronavirus, le SARS-CoV et le MERS-CoV, qui, eux, sont très pathogènes. Le SARS-CoV qui a disparu et le MERS-CoV qui est maintenant dans la péninsule arabique, qui est plutôt là-bas. Alors, il y a un autre virus ici, c'est celui qui est responsable de la diarrhée porcine, mais on n'est pas sûr. Il a été détecté chez des personnes en Chine, mais il ne s'est pas propagé plus que ça. Ce qu'on peut voir dans cette dia, c'est que la plupart de ces coronavirus viennent des chauves-souris. Et en passant toujours par un hôte intermédiaire, des fois on le connaît, des fois on ne le connaît pas. Donc les chauves-souris, ils hébergent beaucoup de coronavirus. Et à partir de là, la conclusion de cette revue, il disait déjà que du fait que les chauves-souris hébergent beaucoup de coronavirus, ces coronavirus peuvent se recombiner entre eux et entraîner l'émergence de variants futurs qui peuvent être responsables d'épidémies ou de pandémies. Et on en est là. C'est notre SARS-CoV-2, qui on sait maintenant, qui vient de la chauve-souris, parce que le génome du SARS-CoV-2, il a une très forte similitude avec un coronavirus qu'on a trouvé chez la chauve-souris, qui est le rat G13. Alors, il y a eu beaucoup de discussions sur l'hôte intermédiaire. On a eu du serpent, on a eu beaucoup de choses. Et puis, on s'est dit, non, finalement, c'est le pangolin, parce qu'on a dit, il y a peut-être une similitude. Eh bien, dernièrement, ce n'est plus le pangolin, parce qu'on a découvert que la similitude, il y a une spécificité dans le SARS-CoV-2 qu'on ne retrouve pas chez le pangolin et qu'on ne retrouve pas d'ailleurs chez le SARS-CoV tout court. Et donc, il y a plusieurs études maintenant qui essayent de faire des études phylogéniques, parce qu'on sait que le récepteur du SARS-CoV-2, il est exprimé chez beaucoup d'animaux, des animaux domestiques, des animaux sauvages. Maintenant, la question, qui a transmis? Là, l'incertitude, elle est totale. Maintenant, si on revient au virus, donc là, vous voyez ici, il a cette couronne, c'est pour ça qu'on les appelle coronavirus. Cette couronne,
c'est sa protéine qui s'appelle la spike. Vous avez dû voir ça dans tous les journaux, ou la protéine S. Donc cette protéine, c'est une protéine clé parce que c'est elle qui est à l'extérieur. C'est grâce à cette protéine que le virus va entrer dans l'organisme et c'est cette protéine qui sera la cible de notre réponse immunitaire, principalement. Alors pourquoi je vous parle du virus? Et je vais vous parler principalement de son génome. Le génome, l'ARN du virus, il fait 30 000 paires de bases. C'est énorme. Si on le compare à celui de la grippe, il fait 14 000 paires de bases. Alors pourquoi c'est tellement important de parler de la taille du génome? Parce que quand un génome est long, ça veut dire qu'il peut exprimer beaucoup de protéines. Ils vont avoir des rôles très importants. Et j'ai entouré une en particulier qui va nous donner une information importante. Ça s'appelle l'exonucléase ou la NSP14. Alors c'est quoi cette exonucléase? En fait, on sait que la différence entre les virus à ARN et les virus à ADN, c'est que les virus à ARN font beaucoup de mutations, ils se répliquent beaucoup et font beaucoup d'erreurs. Tous les virus jusque-là, qu'on connaît, le VIH, l'hépatite, la grippe, ce sont des petits génomes. Ils ont une taille inférieure à 20 000 paires de bases. Ils sont là. Ces virus-là n'ont pas cette enzyme, l'exonucléase. En revanche, dès que le génome est long, comme le SARS-CoV-2, eh bien, il y a la présence de cette exonucléase comme dans les virus à ADN. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va corriger les erreurs du virus. Et c'est ce qui fait que le SARS-CoV-2, on ne peut pas le comparer à la grippe, il ne mute pas comme la grippe, c'est un virus plutôt stable. Et toutes les études qui ont été faites jusqu'à maintenant ont montré que depuis son émergence jusqu'au 6 septembre, les dernières études, il n'y a pas eu de mutations majeures qui ont changé soit la fonctionnalité du virus, soit sa virulence. Là, c'est un graphe, c'est juste pour vous montrer donc les traits orange et jaune, ce sont les 4 principales mutations qu'on a observées au final. Donc la plus connue, c'est la D614G, qui a fait la une des journaux pendant longtemps. On a dit que c'est probablement que le virus il est moins virulent, etc. Donc il n'en est rien. Le virus, c'est cette forme-là. Tous les virus qui circulent actuellement dans le monde ont cette mutation. Et elle n'a pas, actuellement, avec les connaissances qu'on a, elle n'a rien changé dans sa virulence ni dans sa contagiosité. Ça pourrait changer peut-être avec les connaissances qu'on aura plus tard, mais je vous dis ce qu'on sait maintenant. Alors, je reviens au virus. Maintenant, vous allez être infecté. Donc, pour être infecté, le virus, il doit reconnaître un récepteur. Donc, vous savez, la clé et la serrure. Donc, la clé, c'est la protéine S ici du virus. Et puis, la serrure, c'est le récepteur cellulaire. Le récepteur du virus, ça s'appelle ACE2. Donc, ce récepteur, avant que le virus se fixe, il y a une protéine de l'hôte, de notre organisme, qui est soit la furine, soit la TMPRSS2, le nom n'a pas d'importance, mais c'est juste pour vous dire que notre organisme, il va participer à il va aider le virus à mieux entrer dans la cellule. Comment? Eh bien, ces protéines, ils vont reconnaître une zone spécifique dans la protéine S du virus, dans son enveloppe. Et cette zone spécifique, on ne la retrouve que dans le SARS-CoV-2, on ne la retrouve pas dans le SARS-CoV ni dans le pangolin. Et on pense que cette reconnaissance, c'est elle qui est responsable de la forte contagiosité du SARS-CoV-2. Parce que quand ces protéines de l'hôte vont le reconnaître, ils vont mieux le préparer, il va mieux entrer dans notre organisme. Alors, on va dire, donc on a le récepteur. Où est exprimé ce récepteur dans notre organisme? Eh bien, comme vous pouvez voir, il est exprimé un peu partout. Et plus la couleur est foncée, et plus il y a de récepteurs dans la partie qu'on va regarder. Et vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de récepteurs ACE2 dans les intestins, dans les reins, il y en a aussi dans le côlon, et puis, curieusement, il y en a même moins dans le poumon, il y a aussi dans les vaisseaux, dans le cœur, etc. Et c'est cette distribution un peu ubiquitaire de les récepteurs qui fait qu'on a des formes cliniques très différentes de cette maladie.
Il y en a qui vont faire des pneumopathies, il y en a qui vont faire des atteintes juste neurologiques, d'autres qui vont avoir des diarrhées, etc. Et ça, c'est probablement dû au fait que le virus, il va entrer dans l'un ou l'autre endroit, il va choisir l'un ou l'autre endroit. Et alors, on va regarder maintenant la forme la plus fréquente de la maladie Covid-19, c'est la pneumopathie. Et donc, ici, vous avez schématisé la personne. Donc, quand vous êtes contaminé, le virus, il va aller dans les voies respiratoires supérieures, ici dans le nez. Il va reconnaître dans les cellules épithéliales, il y a ce récepteur ACE2. Donc, il va se fixer. C'est la phase d'incubation qui va durer entre 5 et 6 jours en moyenne. Et pendant cette phase d'incubation, normalement, vous n'avez pas de symptômes. Par contre, vous pouvez quand même transmettre le virus. On dit maintenant qu'une personne qui est infectée, elle peut transmettre le virus 2 à 3 jours avant l'apparition des symptômes. Alors, une fois que le virus est entré, pour certains, il va s'arrêter là. Pour d'autres, il va descendre dans les poumons, il va entraîner une pneumopathie. C'est observé dans pratiquement 90% des cas qui sont symptomatiques. Et alors, dans les poumons, là aussi, il y a des cellules au niveau alvéolaire qui sont aussi riches en ACE2, en ce récepteur, où le virus va pouvoir entrer facilement. Donc ça arrive pendant les 7 premiers jours. Donc vous pouvez guérir de cette pneumopathie et ça s'arrête là. En revanche, chez certains, il va y avoir une aggravation. Et c'est pour ça qu'on dit, quand quelqu'un est infecté qui a le Covid-19, il faut le surveiller pendant les 7 à 10 jours après le début des symptômes. Parce que c'est là où ça peut s'aggraver. Pourquoi ? Parce que cette aggravation est liée principalement à une immunité très forte, à une hyperinflammation. Vous avez dû entendre parler de l'orage cytokinique. Il peut y avoir des complications, formation de thrombose, etc. Et donc, c'est ce qui fait que les personnes se dégradent, leur état se dégrade, et ils vont en réanimation et parfois, ils peuvent décéder. À côté de ça, il y a une autre atteinte qu'on a négligée un peu au début, mais maintenant on s'y intéresse de plus en plus, c'est l'atteinte cardiaque. L'atteinte cardiaque, elle est aussi pernicieuse. Pourquoi ? Parce que quelqu'un peut être asymptomatique d'apparence, mais si on lui fait une écho cardiaque, on peut visualiser des atteintes cardiaques. C'est ce qui est apparu dans les dernières publications. Et là, le virus, il va passer dans le muscle cardiaque, il peut l'infecter. Et à cause de cette infection, on va avoir un appel de l'inflammation, des cellules inflammatoires, réponse immunitaire, des cytokines, qui vont entraîner un dommage au niveau des cellules, des cellules musculaires cardiaques, et donc peuvent entraîner soit des myocardites, soit des cardiomyopathies, et même parfois entraîner un arrêt cardiaque. Et d'après la littérature, on peut avoir jusqu'à 70% d'anomalies à l'échographie, et parmi eux, 60% correspondent à une myocardite. Donc, à côté de ça, il y a une autre atteinte qui en craint beaucoup, c'est l'atteinte neurologique. Alors, le cerveau, on sait maintenant que dans les cellules cérébrales, il y a l'expression du récepteur ACE2, mais également d'un autre récepteur qui s'appelle la neuropiline et qui permet aussi au virus de rentrer. Donc, le premier signe d'atteinte neurologique, c'est l'anosmie. Vous avez la perte de l'odorat, vous avez tous entendu parler. Alors, il y a 2 sortes d'anosmie. Il y a l'anosmie qui va durer juste un bout de temps et puis être réversible. Celle-là, elle est due à un épaississement de la muqueuse nasale, donc à cause de l'inflammation. Mais l'anosmie qui va durer longtemps, d'après les neuroradiologues, elle est due à une atteinte cérébrale au niveau du bulbe olfactif. Et donc, elle peut durer très longtemps. Donc, comme le virus, il a ses récepteurs au niveau du cerveau, donc il peut aller infecter le cerveau, on peut avoir des encéphalites, des accidents vasculaires cérébraux, et puis ces formes légères, anosmie ou agueusie. Et puis, il y a toute l'action indirecte que peut avoir le virus, pareil que dans le reste de l'organisme, c'est-à-dire qu'à cause de ces cytokines, de cette réponse immunitaire inadaptée, formation de thrombose, eh bien, on peut avoir aussi des atteintes cérébrales indirectes. Et ça peut être grave.
Alors, à ce stade, donc, on a vu donc, les différentes formes. Ça, c'est juste pour vous rappeler qu'en plus de ce que je vous ai dit, il y a d'autres atteintes. Donc, au niveau, il peut y avoir des diarrhées, des vascularites, des atteintes rénales. Et puis, pour parler rapidement des formes sévères, les facteurs de risque, on les a étudiés, on continue à les étudier, on ne sait pas tout. Alors, on sait que les personnes âgées sont très à risque, probablement parce qu'ils ont une réponse immunitaire inadaptée. On parle d'immunosénescence. Donc peut-être qu'il y a une réponse qui va s'emballer trop vite, où il y a une saturation de leur répertoire immunitaire. Des études continuent encore dans ce sujet. Le sexe masculin. Les maladies cardiovasculaires, donc ça c'est sûr. Le diabète, l'hypertension. L'obésité, ça aussi c'est clair, on l'a vu très vite à Strasbourg, que les personnes obèses sont plus à risque de s'aggraver que les personnes non obèses. Et puis, très récemment, il y a il y a plusieurs équipes, dont 2 appartenant à l'équipe INSERM à Paris, qui ont travaillé dans un grand consortium avec les États-Unis, avec plusieurs laboratoires, et qui ont découvert un facteur de risque qui serait la présence d'auto-anticorps anti-interférents. Alors l'interférent, c'est quoi? C'est, peut-être que vous connaissez déjà, c'est une réponse immunitaire innée qui va nous aider à combattre les microbes ou le virus au tout début de l'infection. Alors ils ont découvert que 3%, donc c'est vraiment très faible, des patients qu'ils ont analysés ont des mutations génétiques qui fait que leur réponse innée est inadaptée. Mais clairement, je pense que ce n'est pas là la réponse, que 3%, c'est rien du tout. Donc je pense qu'il y a probablement beaucoup de facteurs différents. C'est la combinaison de plusieurs facteurs qui fait qu'on va s'aggraver ou pas. Donc ça, c'est un domaine qui reste complètement incertain et on espère qu'avec les recherches futures, on en saura plus. Donc maintenant, vous êtes infecté, on va vous dire, il faut vous tester. Il faut voir si vous êtes infecté ou pas. Et bien pour ça, jusqu'à maintenant, on a fait ce qu'on appelle les tests PCR. PCR, c'est-à-dire qu'on va amplifier le génome, donc le génome ici, le génome du virus, après un prélèvement au niveau nasopharyngé. Il faut savoir que la PCR, c'est une technique très sensible. Et pendant longtemps, au début, on a entendu dire « Oh là là, la PCR, elle n'est vraiment pas sensible. » Parce que moi, j'ai fait une PCR, elle était négative, etc. En fait, ce n'est pas tellement lié à la technique est même trop sensible, je dirais. C'est lié à l'endroit où va être le virus. Parce que chez certaines personnes, on ne va pas trouver de virus parce qu'il n'est pas là. Ou on va le prélever très tôt, donc il ne s'est pas encore répliqué. D'autres qui vont avoir du virus qu'au niveau du poumon. Donc, et c'est pour ça, en fonction de la partie où on va prélever, eh bien, la sensibilité de notre test va être plus ou moins importante. Donc le message, c'est que la PCR qu'on vous fait faire, c'est pour détecter l'ARN, le génome du virus, non pas le virus, l'ARN du virus, et qui est une technique très sensible. Alors, la deuxième question, donc vous faites le test. La question que vous vous posez, est-ce que je suis contagieux et pendant combien de temps? Là, on en sait un peu plus. Et ça, c'était déjà une étude allemande qui ont suivi des patients qui avaient une forme légère de SARS-CoV-2, de Covid-19. Ils ont cherché le virus dans le sang, dans le sérum, dans les crachats, dans les selles, dans les frottis nasopharyngés et dans les urines. Alors, que montre ce graphe? Il montre le nombre de patients qui ont des échantillons positifs au SARS-CoV-2. Et donc, ce sont principalement les frottis nasopharyngés. Ils ont pris ces échantillons et ils les ont mis en culture. Pourquoi en culture? Pour voir est-ce que le virus qu'ils détectent, c'est du vrai virus infectieux et donc contagieux, ou c'est juste des fragments d'ARN qui sont présents. Qu'est-ce qu'ils trouvent? C'est qu'à partir du 8e jour, tout le virus qui est détecté n'est pas contagieux. Donc ce sont principalement des fragments de virus. Donc entre 8 et 10 jours à partir du début des symptômes. Mais attention, dans les formes légères. C'est différent dans les formes sévères. On voit que le virus contagieux peut rester jusqu'à plus de 3 semaines après le début des symptômes.
Et quand on regarde chez les patients immunodéprimés, là, vous avez la quantité de virus qui est représentée ici en fonction du nombre de jours après le début du symptôme. Et on voit que chez les personnes immunodéprimées, le virus peut être présent très longtemps dans les voies respiratoires, jusqu'à 2 mois. Vous avez entendu parler on dit réinfection, etc. Donc, surtout dans les réinfections dans les 60 jours, c'est probablement pas une réinfection, mais c'est juste une infection qui continue. Alors, à côté de donc ça c'est avec le test PCR, il y a ce qu'on appelle le test antigénique. C'est dont a parlé hier notre président, Emmanuel Macron, qu'on va avoir le test antigénique. C'est quoi la différence? Le test antigénique, il ne va pas détecter le génome, il va détecter une protéine du virus, donc un antigène. C'est ici, donc c'est comme si on prenait un bout, donc ça c'est la protéine, et c'est détecté avec une languette, c'est comme un test de grossesse. Cette languette, à l'intérieur, elle est tapissée d'anticorps qui vont reconnaître les protéines du virus. Donc on va faire un prélèvement toujours au niveau du nasopharynx. Il n'y a pas encore de test pour la salive. Je répète, je le tire par là. Donc c'est toujours dans le nasopharynx pour le moment. Vous prélevez et vous déposez ici, dans le puits, et vous avez votre résultat en 10-15 minutes. Et donc, l'intérêt de ce test, c'est qu'il est très rapide. Donc on peut donner le résultat tout de suite. Et on peut donner le conseil tout de suite aux patients. Et ce qu'on découvre aussi, ce sont des publications qui sont sorties hier soir et la semaine dernière, c'est que ce test permet de voir si le virus est infectieux ou pas. Et pas seulement détecter l'ARN, parce que finalement, détecter l'ARN, ça ne nous intéresse pas. On veut savoir si on est contagieux ou pas. Et on pense qu'utiliser ces tests, ça pourrait avoir un intérêt pour détecter les vraies personnes qui transmettent le virus. Alors, maintenant, vous êtes infecté. Vous allez évidemment développer une réponse immunitaire. La réponse immunitaire, vous la développez très vite. Quand on est infecté par n'importe quel microbe, on va développer ce qu'on appelle une réponse immunitaire innée. Elle se développe dans les premières heures après l'infection. Et ensuite, dans les jours qui suivent, vous allez développer ce qu'on appelle l'immunité adaptative qui va reconnaître spécifiquement le virus et qui est formée des anticorps et la réponse cellulaire T. Alors, je pense que dans les médias, maintenant, tout le monde parle. Je pense que tout le monde connaît les anticorps et la réponse cellulaire T, mais vous me poserez des questions tout à l'heure s'il le faut. Et il faut savoir que quand on est infecté par un virus respiratoire, de manière naturelle, on va développer beaucoup d'anticorps qu'on appelle les IgA sécrétoires, qui sont au niveau des muqueuses. C'est là, on ne peut pas les détecter actuellement, parce qu'on n'a pas de test. Et puis, des IgG qu'on va retrouver principalement dans le sang, et c'est elles qui vont protéger notre poumon. Donc, comment se développe cette réponse immunitaire? Donc, vous savez que la seule qu'on peut doser actuellement, c'est la réponse immunitaire faite par les anticorps. On fait ce qu'on appelle la sérologie. La sérologie, vous allez détecter, soit par des tests rapides comme ici, ou bien par des tests ELISA, vous allez détecter des anticorps qui sont dirigés contre les protéines du virus. Alors là, la première diapositive, c'est comment se développent les anticorps chez des personnes qui ont une forme sévère. Ce qu'on sait maintenant, c'est que les personnes qui ont une forme sévère, ils vont développer très rapidement des anticorps, dès le 5e jour. Et ça peut se comprendre parce qu'on pense que la sévérité, elle est due à une réponse immunitaire très forte. Donc vous voyez ici, là, le taux de positivité des anticorps, il y a des IgG et des IgM, et on voit qu'ils montent très vite pour avoir pratiquement vers le 20e jour, après les symptômes, tout le monde est déjà positif. Ce qui est aussi intéressant, c'est que tous ces anticorps qu'on développe, ils sont neutralisants. Neutralisants, ça veut dire empêche le virus d'entrer dans la cellule. Donc, ils sont protecteurs. Quand on regarde les formes légères, et là, c'est une étude que nous avons réalisée avec Pasteur, là aussi, on a montré qu'une forme légère, ils vont développer des anticorps, certes un peu plus tardivement que les formes sévères. C'est plutôt après le 14e jour qu'on va voir plus
d'anticorps se développer, mais ce sont des anticorps et ils sont protecteurs également. Maintenant, il y a une étude qui a été réalisée chez les personnes peu symptomatiques ou asymptomatiques. C'était une étude chinoise qui a dit « Attention, ces anticorps ne persistent pas dans le temps. Ils baissent au cours du temps, voire ils disparaissent. » Et donc, on le voit ici. Donc, vous avez en vert les asymptomatiques et en rose les symptomatiques légers. Donc ça, ce sont les IgG et les IgM. On va se focaliser sur les IgG. Et vous voyez que pour les asymptomatiques, 6 semaines après l'infection, ils sont pratiquement tous négatifs, enfin 40%. Et chez les autres, ça a beaucoup poussé aussi, 12%. Nous avons réalisé aussi une étude à Strasbourg. Ce qu'on observe, c'est effectivement dans les formes légères, les anticorps baissent de manière sensible et même certains vont les perdre. Il y a une étude qui est sortie la semaine dernière qui dit non, les anticorps persistent. Mais quand on regarde un peu plus profondément dans la littérature, en fait, ça dépend vraiment de la sévérité de la maladie. Les gens qui ont fait une forme avec des symptômes forts ont des taux d'anticorps élevés et donc ils vont les garder un peu plus longtemps. Ceux qui étaient asymptomatiques ou avec peu de symptômes ont moins d'anticorps et ils disparaissent avec le temps. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas protégé, d'accord ? Parce qu'on sait actuellement qu'il y a une mémoire qui est dans l'organisme qui se fait. Mémoire de cellules B, responsable d'anticorps, et mémoire de cellules T. Et d'ailleurs, dans un travail qu'on a réalisé également à Strasbourg, on l'a fait pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui sont venus nous voir, ils nous ont dit « mais je ne comprends pas, ma femme ou mon mari était malade, avait le Covid, j'ai fait des symptômes aussi, lui, il a des anticorps et moi, j'ai rien du tout. » Et alors, on s'est dit, ces personnes-là, peut-être qu'ils n'ont pas développé d'anticorps, mais peut-être qu'ils ont une autre forme d'immunité. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, on a étudié 11 couples où un a fait un vrai Covid avec une PCR, etc. Et son conjoint, soit il a fait des symptômes, soit il y en a 6 qui ont fait des symptômes et 5 qui n'ont pas fait de symptômes. Et on les a étudiés, on a prélevé le sang et on a regardé leurs anticorps. Ceux qui n'ont pas fait de vrai Covid avec une PCR n'avaient pas du tout d'anticorps. En revanche, quand on a regardé la réponse cellulaire T, alors je ne rentre pas dans les détails, mais juste ça, vous avez la réponse cellulaire T chez les personnes, chez les deux partenaires, où les deux partenaires avaient des symptômes. Donc en bleu, c'est le premier qui a eu le Covid, et en rouge, c'est son partenaire qui a eu des symptômes, mais qui n'a pas d'anticorps. Et on voit que même s'ils n'ont pas d'anticorps, ces personnes-là, les partenaires, ils ont une réponse immunitaire T qui montre qu'ils étaient infectés par le virus, mais qui n'ont pas eu d'anticorps. Par contre, dans l'autre groupe où les personnes n'ont pas eu de symptômes, eh bien, on n'a pas trouvé de réponse T. Donc vraiment, la réponse immunitaire, on a l'impression qu'elle est vraiment un peu corrélée avec la sévérité des symptômes. Et donc, on a conclu qu'effectivement, on peut ne pas faire d'anticorps, mais on peut quand même développer une réponse immunitaire T contre l'infection. Alors, pour résumer un peu cette réponse T, qui maintenant on se rend compte qu'elle est quand même très importante, il faut savoir que, je vais aller directement, donc ils ont trouvé maintenant qu'il y a une différence entre les formes légères et les formes sévères de la réponse immunitaire T. C'est juste pour vous dire, mais je ne rentrerai pas dans les détails, que la réponse cellulaire T, elle est aussi différente. Donc on voit qu'elle n'est pas très forte chez les personnes qui ont fait une forme légère, alors qu'elle est très forte et dirigée en grande partie contre la spike dans les formes sévères. Alors, maintenant qu'on a vu les anticorps, notre immunité, est-ce qu'il y a un traitement ? Cette question, on se la pose depuis tout le temps, donc je ne parlerai pas du tout de l'hydroxychloroquine qui maintenant on sait qu'elle n'est pas efficace. Donc je vais parler d'abord des antiviraux. Le remdesivir, c'est un médicament qui va inhiber l'enzyme qui permet le virus à se répliquer. C'est un analogue nucléosidique, mais ce qu'on voit franchement, les résultats pour moi sont très peu probants. D'abord, ça marche surtout chez les personnes
qui ont une forme pas très sévère, et il diminue la durée des symptômes de 3 jours par rapport au placebo. Donc pour moi, c'est franchement pas c'est pas une activité très importante. Il y a aussi le favipiravir. Alors le favipiravir, c'est un médicament qui est contre la grippe, qui a été testé pour le SARS-CoV-2, et il a été testé surtout chez les hamsters, et on voit qu'à la dose à laquelle on la donne pour la grippe, il n'est pas efficace. Il pourrait être efficace à forte dose, mais là, ce n'est pas sûr non plus. Donc, à côté de ces antiviraux, il y a le cocktail d'anticorps monoclonaux que Trump avait pris. Donc, c'est quoi ces anticorps monoclonaux? En fait, une des techniques, c'est qu'on va prendre les cellules, par exemple, d'une personne qui a fait le Covid. On va prendre ses lymphocytes B. Et avec une technique un peu spécifique, on va extraire ou amplifier tous les anticorps qui sont dirigés contre le SARS-CoV-2 et qui le neutralisent. Et donc, ça nous donne des anticorps monoclonaux. Et ces anticorps monoclonaux, après, avec des techniques d'amplification, on peut les injecter aux patients. Donc, là aussi bien les anticorps monoclonaux que les antiviraux, ce sont des traitements qui marchent uniquement dans la première phase. Pourquoi? Parce que vous avez vu que la première phase, c'est la réplication du virus. Donc leur but, c'est arrêter la réplication du virus. Si vous donnez ces médicaments après, leur activité elle sera beaucoup moins bonne. C'est pareil pour les plasmas de patients convalescents. On les donne pourquoi? Parce qu'ils contiennent principalement des anticorps qui vont empêcher l'entrée du virus. Et puis, à côté de ces traitements qui sont dirigés contre le virus, il y a des immunomodulateurs, donc la cortisone. On a vu qu'elle peut être efficace, mais attention, jamais au début. Donc ne prenez jamais de cortisone, de toute façon sans prescription médicale, mais jamais au début de l'infection. Et j'espère que vous avez compris pourquoi. Parce que la cortisone, elle diminue votre immunité. Si vous la prenez au début, vous allez vous aggraver. On la donne pour baisser l'immunité quand elle flambe, c'est-à-dire que pour les cas sévères. C'est pareil pour les autres immunomodulateurs qui de toute façon se donnent par voie injectable et ils sont encore en essai. C'est les anti-IL-6 et anti-IL-1, mais j'en parlerai pas ici. Donc là, c'est pour les traitements et je vais finir avec le vaccin. Donc qu'en est-il des vaccins? Quelque chose qu'il faudrait, je pense, relever, une chose très importante, c'est la vitesse à laquelle on a eu tellement de connaissances et de développement avec le SARS-CoV-2. Donc vous vous rendez compte, il a été découvert, je pense, en 3 semaines, on a eu la séquence du génome entier, et 3 mois après, on avait déjà le premier essai clinique d'un vaccin. Donc c'est jamais arrivé. Parce que quand vous développez un vaccin, ça prend 15 ans. Il faut d'abord faire le design, l'exploration scientifique, etc., qui peut prendre des années. Donc là, j'ai mis 6 ans. Ensuite, il y a la phase 1. Donc la phase 1, c'est quoi? C'est une phase où vous allez tester l'immunogénicité, la tolérance, vous allez choisir la dose qu'il faut donner. Donc vous la faites chez une dizaine de personnes, normalement. Si ça marche, en général, ça dure 1 à 2 ans. Si ça marche, on passe à la phase 2, où il faut une centaine de personnes. Et là aussi, on va s'assurer de l'immunogénicité en fonction des groupes, chez les adultes, chez les enfants, chez les personnes qui ont d'autres maladies. Et on va voir également la tolérance. Donc la tolérance, c'est à chaque phase, elle est testée. Là aussi, ça peut durer 2 ans. Et puis, il y a la phase 3, où on va prendre des milliers, en général, on dit entre 10 000 et 50 000 personnes, chez qui on va donner le virus et on va attendre de voir est-ce qu'ils sont protégés, est-ce qu'il faut qu'ils s'infectent et voir s'ils sont protégés ou pas. Cette phase qui peut durer jusqu'à 3 ans, il y a ensuite toute la partie administrative qu'il faut valider, soit au niveau de l'agence européenne ou de l'agence américaine, et puis passer à la fabrication industrielle et la distribution. Et ça, je pense, on ne se rend pas compte, mais je vous dirai ça tout à l'heure, ça va être un point très important, d'une part pour le type de vaccin, et puis surtout qu'on n'a jamais été confronté à un tel nombre de personnes qui voudraient se faire vacciner. Donc ça, c'est le développement classique qui dure normalement 15 ans. Et puis,
quand on regarde le Covid-19, tout ça a été fait en quelques mois. Sur la recherche, on s'est basé sur ce qui a été fait sur le SARS-CoV et le MERS-CoV, donc ça, on a eu de la chance. C'était parce qu'il y a un croisement au niveau de la réponse immunitaire humorale, notamment. Il y a eu beaucoup de combinaisons entre la phase 1 et la phase 2, et même la phase, des fois, on a donné à la fois chez le chimpanzé et chez l'homme, en parallèle. Et puis, certaines boîtes ont même pris le risque de fabriquer le vaccin avant même de passer à la phase 3. Et donc la phase 3, et là vous voyez qu'il y en a qui disent qu'ils vont avoir probablement les vaccins très rapidement, peut-être la fin de l'année. Donc quels sont ces vaccins pour le SARS-CoV-2 ? Actuellement, il y en a, je n'ai pas fait le compte, mais en tout cas en préclinique, c'est-à-dire chez le modèle animal, il y en a 92 qui sont à l'essai. Il y en a 29 qui sont en phase 1, 14 qui sont en phase 2, 11 qui sont en phase 3, et il y en a 5 qui sont déjà utilisés dans certains pays, mais avec un usage limité. Il n'y en a aucun pour le moment qui a été approuvé pour être commercialisé. Là, je vais vous présenter uniquement les vaccins qui sont en phase 3, donc qui peuvent sortir d'un moment à un autre. Alors, quels sont ces vaccins en phase 3 ? Il y a de tous les types. Il y a les virus entiers, donc ce sont soit des virus inactivés par la chaleur ou par voie chimique, ou des virus atténués, où on va introduire une mutation pour atténuer la virulence du virus. Donc là, à chaque fois, j'ai mis les noms, donc c'est Sinopharm et Sinovac, qui sont les principaux utilisateurs de ce type de vaccination et qui sont en phase 3. Ensuite, il y a des vaccins basés sur des protéines recombinantes. Et donc la majorité, ils ont choisi d'utiliser la protéine S, donc ils construisent cette protéine S du virus, et qui vont ensuite injecter chez les patients. Et puis, il y a les vaccins à base de vecteurs. Le vecteur utilisé, c'est l'adénovirus. L'adénovirus, on va lui enlever sa virulence. Il va être comme un transporteur qui va transporter la protéine du virus pour qu'elle soit exprimée dans notre organisme et pour qu'on puisse développer des anticorps contre le SARS-CoV-2. Et puis là, vous avez peut-être entendu parler que Johnson & Johnson, ils ont arrêté leur essai parce qu'il y a eu peut-être ils sont en train d'investiguer des effets secondaires. Et puis, les derniers, qui sont les plus modernes, à base d'ADN, qui est dans un plasmide, ou à base d'ARN, c'est le plus moderne. Un ARN, c'est l'ARN du virus qui est enveloppé dans une nanoparticule lipidique et qu'on va injecter comme ça chez le patient. Alors, là, actuellement, les résultats que nous avons des vaccins, ce sont des résultats de phase 1 et phase 2. On sait qu'ils n'ont pas tous la même immunogénicité et la même réactivité, enfin, je ne sais plus comment dire en français. L'immunogénicité, donc, c'est le positif. Quelle est leur capacité de faire fabriquer des anticorps, voire même une réponse T? Donc, il y en a qui peuvent. Ceux à base d'adénovirus, ici, et ceux à base de virus entier, ils donnent les deux, à la fois les anticorps et la réponse T, et aussi celui de l'ARN. Et puis, il y en a qui vont donner plus d'effets secondaires. Ce qui apparaît dans les phases 2 actuellement, c'est que ceux qui donnent le meilleur rapport immunogénicité et réactivité, j'arrive pas à trouver le mot. Bon, c'est le virus à ARN. Le ARN est surtout même à base de protéines. Celui à base de protéines, c'est celui qui a le moins d'effets secondaires et c'est celui qui a le plus d'immunogénicité. Le seul hic actuellement, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été résolues. Et c'est pour ça qu'on a du mal à comprendre comment des boîtes peuvent dire que le vaccin va être commercialisé. Donc là, je vous ai mis la schématisation d'une infection naturelle et d'une vaccination. Et ça vient d'une revue que je vous invite à lire. Elle est vraiment très belle, la revue de la littérature dans Nature, qui est à accès libre, de Florian Kramer. Donc là, vous avez l'infection naturelle. Quand vous êtes infecté, vous avez automatiquement
une immunité au niveau des voies respiratoires hautes et au niveau des voies respiratoires basses. Quand vous êtes vacciné avec les vaccins classiques, c'est-à-dire en injection intramusculaire ou intradermique, ce qu'ils ont observé chez les chimpanzés, c'est que comme ça passe par le sang, il y a principalement une protection par la voie basse. Les chimpanzés ont été réinfectés, c'est-à-dire quand ils étaient vaccinés, ils étaient protégés de la maladie, mais ils pouvaient quand même se réinfecter au niveau des voies respiratoires hautes. Cette réinfection est probablement, on peut dire qu'elle est peut-être peu contagieuse, mais en tout cas, ces vaccins, ils ne protègent pas de toutes les voies respiratoires. Et puis, dans ce spécialiste, il dit que probablement la meilleure vaccination contre les voies respiratoires serait la vaccination intranasale, mais malheureusement, il n'y en a aucun en phase 3. Il y en aura peut-être qui sont en phase 1 ou en préclinique. Alors, les questions qui restent, c'est qu'on s'est rendu compte que principalement tous les vaccins nécessitent au moins 2 doses. Donc, qui dit 2 doses pour 7 milliards de personnes, on imagine qu'on fait pour tout le monde, donc il faudra produire 2 fois 7 milliards de doses vaccinales. La durée de l'immunité. Avec toutes les données qu'on voit sur l'immunité naturelle, on voit que les anticorps diminuent. Alors, on se dit, est-ce que le vaccin va pouvoir donner une immunité assez longue? Mais ce n'est pas grave parce qu'on a observé avec d'autres vaccins qu'il faudrait probablement faire des rappels, on l'a vu, donc que les anticorps peut-être ne durent pas tant de temps, mais qu'il faut juste voir, on espère que cette immunité va persister assez longtemps pour protéger au moins pendant 1 année ou 2. La deuxième problématique, c'est l'efficacité chez les personnes âgées. Les vaccins actuellement, la plupart, ils sont peu immunogènes chez les personnes âgées. Donc il va falloir qu'ils trouvent un moyen de faire des boosts pour augmenter la réponse immunitaire chez les personnes âgées. Et puis, comme je vous ai dit, il y a cette problématique de fabrication industrielle. Donc il y a le nombre, mais il y a surtout quand on pense aux vaccins à ARN. Donc vous savez tous comme moi les vaccins à ARN. Donc ARN, c'est très fragile. En général, on les congèle. Alors, comment on va transporter ces vaccins? Comment on va les produire? Parce qu'il n'y a aucun vaccin actuellement à base d'ARN qui est commercialisé. Donc, on ne sait pas encore comment les fabriquer en grande quantité. On ne sait pas comment on va les transporter et on ne sait pas comment les conserver. Donc, il y a beaucoup de points qui ne sont pas résolus et bon, c'est pour ça je pense qu'il faut laisser le temps des choses à se développer. Et on va voir avec la suite. Ça avance très vite, mais c'est vrai qu'on aimerait bien que tout se passe dans les bonnes conditions pour qu'on ait toutes les données sur la tolérance, etc. Donc, mais avec tout ça, en attendant le vaccin, le conseil qu'on donne, c'est de suivre le modèle du fromage suisse, c'est-à-dire qu'il faut se dire qu'il n'y a aucune, même en ayant les vaccins à vrai dire, qu'il n'y a aucune mesure qui est efficace à elle seule. Donc la seule mesure efficace, c'est de combiner le tout, c'est-à-dire quand vous êtes ensemble, la distanciation, le masque, l'hygiène des mains, voilà, toutes les mesures que vous connaissez déjà très bien. Voilà, je vous remercie pour votre attention.